Il y a un truc qui, moi, m'a parlé, c'est que les arbres, ils sont coincés dans un espace restreint, avec un stock de ressources limité, et ils s'en sortent très bien comme ça depuis 300 millions d'années. Nous, on vient de se rendre compte, les humains, qu'en fait, on est dans la même situation, mais on ne sait pas du tout gérer ça. Qu'est-ce qu'on a à apprendre des arbres à ce sujet? Parce que 300 millions d'années, c'est quand même long. C'est quand même bien joué de leur part. Bah, tu as compris qu'ils sont beaucoup plus anciens que nous. Et nous, on débarque, les tout derniers, c'est nous. Une bonne image que j'ai acquise il n'y a pas longtemps. Tu fais une pile de papier machine, juste de la hauteur de la tour Eiffel. Tu prends la dernière feuille, ça c'est nous. Et les arbres, ils sont presque en bas. Donc ils sont beaucoup plus expérimentés que nous. Moi, je crois qu'ils sont plus intelligents que nous. D'ailleurs, ils nous survivront sans aucun doute. Comment tu définis l'intelligence, alors, juste pour qu'on mette dans le contexte? C'est pas facile, parce que quand je parle de l'intelligence des arbres, c'est pas la nôtre. Mais enfin, c'est une intelligence. Comment je la définis? J'ai travaillé la question avec un collègue canadien il n'y a pas très longtemps. Est intelligent tout être vivant qui arrive à résoudre les problèmes qu'il rencontre au cours de son existence. Et ces problèmes, ça peut être la survie ou le bien-être. Ça repose sur deux fondements, savoir apprendre et savoir garder en mémoire ce qu'on a appris pour pouvoir le réutiliser ensuite. Voilà. Alors, ça n'exclut pas l'être humain, mais il est intelligent aussi. Mais ça laisse de la place à tous les êtres vivants intelligents qui sont pratiquement, presque tous les êtres vivants. Quand tu vois un arbre vivant, ça prouve qu'il a surmonté tous les problèmes qu'il a rencontrés au cours de son existence. Voilà. Alors, on peut trouver que c'est des problèmes mineurs et pas très importants, mais pour l'arbre, c'en était, oui, oui. Sa plantule aurait pu se faire bouffer par un rat, ou un coup de vent en dessus, elle aurait pu le faire tomber. Enfin bref, il n'arrête pas de rencontrer des problèmes. Que serait l'homme sans l'arbre? N'existerait pas. Vous savez qu'il est né en haut des arbres. C'est maintenant une certitude. Notre stature bipède et verticale, nos yeux qui permettent de voir le relief et le pouce opposable aux autres doigts, tout ça, c'est des souvenirs de notre origine arboricole. Donc, c'est assez normal que l'arbre soit un milieu qui nous est familier, mais au niveau génétique. C'est très drôle. J'ai assisté à l'accès à la canopée de quantité de collègues qui venaient de beaucoup de pays du monde. La première fois de leur vie, ils se trouvaient sur une canopée. Et il y en a beaucoup qui m'ont dit, mais il y en a qui l'ont écrit, on avait l'impression de revenir au lieu de naissance de notre espèce zoologique. Très intéressant. Moi, je comprends très bien ce sentiment-là. C'est vrai qu'on l'a un peu oublié, qu'on est né dans les branches de la canopée. Totalement, oui. Totalement. On est en train de détruire notre berceau. Et alors, comment est-ce qu'on peut se rappeler que nous sommes nés là, dans les plus hautes branches de la canopée? Si les gens ne sont pas curieux, c'est difficile de les rendre curieux. S'ils sont curieux, ils le sauront aussi, parce que ça a été écrit et réécrit régulièrement depuis très longtemps. Les plantes, avec si peu d'organes, seulement 3, comment font-elles pour avoir autant de fonctions que nous, et même plus? La réponse, c'est la décentralisation. La décentralisation, ça leur confère une résilience que les animaux n'ont pas. Vous savez que c'est pas si facile de tuer un arbre. Quand je dis ça à mes collègues forestiers, ils me disent « mais tu dis des bêtises, il suffit de prendre une tronçonneuse, tu le coupes en bas, c'est terminé ». Non, non, c'est plus compliqué que ça. Moi, je travaille dans des forêts tropicales humides. On coupe un arbre à la base, le tronc tombe, et au bout de quelques mois, parfois seulement quelques semaines, la partie tombée vous donne une série de réitérations bien alignées. Elles ont toutes le même âge. Le tronc lui-même va finir par disparaître et vous allez avoir une ligne d'arbres.
Ça, c'est la partie tombée. Mais la partie de souche qui reste en terre, généralement, elle produit par ses racines des drageons. Alors là, des centaines de drageons. Ah ben voilà, vous avez voulu tuer un arbre, vous vous retrouvez avec 300 arbres. C'est ça la résilience. Attendez, je ne voudrais pas le faire, mais on prend un bel arbre, on lui arrache la moitié du corps. Ça ne lui fait pas du bien, mais il ne va pas mourir pour autant. Il va régénérer ce qu'on lui a retiré. Si je fais ça à un être humain, lui arracher la moitié du corps, je crois que c'est terminé. Ça m'intéresse de réaliser que tout ça trouve sa traduction dans notre alimentation quotidienne. Écoutez ce petit repas. Un plateau d'asperges avec de l'huile d'olive, un verre de vin et une tarte aux pommes. Aucun problème. Eh bien, vous pouvez affirmer que les plantes qui vous ont nourri ce soir-là, elles sont toujours vivantes. Par conséquent, elles vont pouvoir, année après année, continuer à vous fournir de la nourriture. Essayons un autre repas. Une entrecôte, un foie de veau, un filet de hareng, une cuisse de poulet. Eh bien, vous pouvez affirmer que c'est terminé pour ces animaux-là. Alors, bien sûr, vous pouvez critiquer cette position. On peut aussi prendre des œufs ou du lait. Ça ne tue ni la vache ni la poule. Mais que ça soit l'œuf ou le lait, vous n'avez pas de rupture d'une liaison organique avec l'animal qui le produit. Tandis que dans les plantes que je mentionne là, il y a effectivement une coupure. Mais ça ne tue pas les plantes parce qu'elles sont extraordinairement résilientes du fait de leur décentralisation. L'astuce, vous voyez, la plus grande intelligence dans cette histoire, c'est d'adopter une structure décentralisée dès l'instant qu'on ne peut pas se sauver et qu'on est comestible. Une chose curieuse, c'est que nous n'avons toujours pas de définition de l'arbre. Ça paraît bizarre, mais on n'en a pas. Alors, si vous allez dans une école forestière en Europe, on va vous donner une définition de l'arbre qui va s'appliquer aux arbres européens, mais qui ne s'appliquera pas du tout ni aux arbres fossiles, ni aux arbres tropicaux. Donc, ce n'est pas une bonne définition. Une définition de l'arbre, ça doit accommoder toutes les sortes d'arbres. Eh bien, on n'en est pas là. J'ai beaucoup travaillé sur la question. Je me rappelle qu'il y a quelques années, j'avais fait une définition qui m'avait demandé beaucoup de travail et je n'étais pas mécontent. Paf, ça s'écroule parce qu'on m'invite en Afrique du Sud et je suis invité à l'université de Pretoria. Et là, je découvre qu'il y a des arbres souterrains. Souterrains. C'est-à-dire qu'en saison sèche, vous ne voyez rien. Le sol est nu. En saison des pluies, vous avez des feuilles qui sortent du sol, et puis des fleurs, et puis finalement des fruits, et ça va faire une tache de feuilles de très grande dimension. L'arbre est souterrain. Si on creuse, on va trouver des petites branches, puis des grosses branches, puis un tronc, etc. etc. Pourquoi est-ce qu'il s'est enterré cet arbre? D'abord, ce n'est pas une espèce, c'est une trentaine d'espèces appartenant à des familles très différentes. Pourquoi ces arbres se sont-ils enterrés? Là, on peut comprendre assez facilement. La région de Pretoria, c'est une des rares régions au monde où les orages allument systématiquement des feux. Par conséquent, les feux dans cette région-là, ils sont très antérieurs à l'être humain. Ils ont toujours existé. Eh bien, les arbres, soit ils ont disparu, sans doute, il y en a pas mal qui ont disparu, mais il y a ceux qui ont réussi à s'enterrer et qui survivent. Alors moi, j'ai été content avec ma belle définition de l'arbre. Ça s'écroule. Alors, il ne faut plus m'emmerder avec les définitions de l'arbre. Voilà. Là, après tout, quand je dis arbre, je pense que vous voyez ce que je veux dire.